On ne va pas revenir à l'actualité politique, on l'a vu dans le journal, ces retrouvailles hier entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, c'était au Havre. Emmanuel Macron, qui on l'a entendu, parle d'une ère nouvelle au Parlement. Est-ce que ça doit aussi être une ère nouvelle pour Emmanuel Macron dans sa manière d'exercer le pouvoir? Est-ce qu'il doit se mettre un peu plus en retrait? Il l'a dit, c'était une cohabitation. Le camp présidentiel, d'ailleurs Gabriel Attal l'a dit aussi au moment de la fin des législatives, nous ne souhaitions pas que le camp présidentiel est un représentant à Matignon. Donc nous étions prêts à soutenir un autre candidat du bloc central, ou en tout cas du bloc de l'arc républicain. Donc là, pour vous, on est en cohabitation, mais pas dans une coexistence exigeante comme on l'entend. Nous estimons, et c'est normal de regarder les résultats, les Français nous ont fait perdre. Nous avons perdu ces élections législatives. Alors, vous allez me dire, d'autres ont perdu et pourtant sont peut-être aux responsabilités. Mais nous assumons le fait d'avoir perdu et donc c'est normal que ça ne soit pas quelqu'un du camp présidentiel qui soit à Matignon. Le choix a été fait par le président de la République, avec un temps qui a été pris assez long, de trouver la personne qui pouvait se permettre de fédérer et de rassembler cet arc républicain autour de lui et de faire en sorte que nous puissions avoir un gouvernement qui puisse être dans la durée, passer le budget qui est aussi dans moins d'un mois maintenant au Parlement. Et donc, voilà, le choix a été fait dans ce sens-là. Mais c'est un bon choix, un très bon choix, dit Édouard Philippe. Vous partagez ces mots? Michel Barnier, c'est le très bon choix? Mais moi, ce que je vois, c'est... J'attends la feuille de route déjà. Mais je trouve que le choix est bon dans le sens où si Michel Barnier, le Premier ministre, arrive à fédérer à la fois des sociodémocrates jusqu'à la droite républicaine, oui, ça sera un très bon choix. Mais ça nous tient à la fois... Mais il va arriver à fédérer les sociodémocrates? Mais je le souhaite parce que Olivier Faure ne veut même pas le rencontrer. Oui, mais alors est-ce que Olivier Faure est encore un social-démocrate? Il n'est plus pour vous? Moi, je pense que sa soumission à Jean-Luc Mélenchon fait de lui une gauche radicale qui n'est plus à la hauteur d'être une gauche de gouvernement. Moi, je pense à des gens comme Bernard Cazeneuve, je pense à des gens ici, par exemple, comme Rachid Temal, qui sont aujourd'hui des vrais sociodémocrates, qui ont envie de travailler. Vous savez, quand on s'investit en politique, on ne s'investit pas pour les postes, on s'investit pour agir, pour améliorer la vie des Français. Et aujourd'hui, on améliore la vie des Français quand on est aux responsabilités et quand on a les moyens d'agir. Et donc moi, c'est ça que je reproche aujourd'hui au Parti socialiste et à Olivier Faure, c'est de refuser, alors qu'on c'est un parti de gouvernement, de refuser d'agir pour le bien des Français. Personne ne demande de mettre un voile sur ses convictions, mais aujourd'hui, le Parti socialiste a fait une erreur énorme, à refuser de participer à cet arc républicain, à faire en sorte d'ailleurs de menacer une censure tout candidat qui ne serait pas Lucie Castet. Résultat, effectivement, ça a mis le Rassemblement national comme un groupe pivot à l'Assemblée nationale et donc cette épée Damoclès de la censure venant du Rassemblement national. Vous n'auriez pas préféré Bernard Cazeneuve ou à Matignon plutôt que Michel Barnier? Mais moi, je l'ai toujours dit. Je souhaitais effectivement, j'ai milité pour que Bernard Cazeneuve puisse être à Matignon, qui pouvait effectivement rassembler la droite républicaine et une grande partie des sociodémocrates. Le PS a décidé de bloquer. En fait, ceux qui ont tué Bernard Cazeneuve à Matignon, c'est Olivier Faure et ses amis. C'est le Parti socialiste. Enfin, c'est pas aussi un peu Emmanuel Macron qui voulait pas voir détricoter sa réforme des retraites? Mais je pense aujourd'hui, on l'a dit, la réforme des retraites, elle est nécessaire pour l'équilibre financier de notre modèle social. Mais qu'on était prêt à des évolutions, notamment sur la question de la pénibilité, sur la question des carrières longues, sur la question des carrières pour les femmes. Nous, on était prêt à faire ces évolutions-là, on l'a dit à plusieurs reprises. Bernard Cazeneuve, dans sa dernière déclaration, rappelez-vous, le jour de la nomination de Michel Barnier, était prêt à faire des évolutions aussi et des pas pour faire en sorte de fédérer autour de lui. Le choix a été fait différemment et notamment parce que les socialistes menaçaient une censure, y compris un membre de leur famille politique. Michel Barnier qui fait donc la tournée des journées parlementaires de la droite et du centre pour s'assurer de leur soutien. Hier, il était donc à Annecy pour échanger avec les parlementaires de son parti, les Républicains. Et on retrouve donc à Annecy Jérôme Rabier. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup d'être avec nous. Jérôme, vous qui suivez cette journée parlementaire des sénateurs LR, ils ont donc eu hier la visite de Michel Barnier. Quelle était l'ambiance ? Forcément très chaleureuse, Oriane, d'abord parce que Michel Barnier, c'est la famille, nous a-t-on dit du côté des sénateurs, les Républicains. Il est toujours resté dans le parti quand certains cessaient de payer leurs cotisations, rejoignaient d'autres coalitions ou encore montaient leur écurie personnelle. Non, lui, il est toujours resté fidèle à
à sa famille politique. Et la tonalité hier, c'était de dire que c'est parce que c'était lui, Michel Barnier, nommé à Matignon, que la position des Républicains, elle avait diamétralement changé en quelques semaines. Il y a quelques semaines, on tentait qu'il était hors de question d'aller au gouvernement. Et hier, il y avait unanimité pour dire que oui, les Républicains avaient leur place au gouvernement. Pour vous donner une autre tonalité, quand Michel Barnier est rentré dans la salle où députés et sénateurs étaient réunis hier, il a eu droit à 5 bonnes minutes de standing ovation. Il leur a dit, Jérôme Michel Barnier, à ses parlementaires sur les prochaines étapes, sur la politique qu'il va mener. Alors il a développé son propos pendant une trentaine de minutes et il les a rassurés, les Républicains. Il leur a dit que leur pacte législatif, les 13 textes sur lesquels ils ont travaillé, ce serait une base de travail, la base de travail, mais pas seulement cette base, puisqu'il faudra construire des compromis avec le centre notamment. Mais il les a rassurés sur les sujets régaliens, sécurité, immigration et aussi sur les comptes publics. C'est bien sur les propositions des Républicains qu'il fondera sa politique. Alors forcément, à la sortie, les élus étaient rassurés et ravis. Écoutez. Et désormais, on a la certitude qu'on aurait un Premier ministre qui ne sera pas un collaborateur, mais un Premier ministre de plein exercice. La configuration s'approche beaucoup plus d'une cohabitation que de la situation classique qu'on connaît sous la Ve République. Dans cette même ligne, Michel Barnier leur a dit comment il voyait les relations avec le chef de l'État. Il leur a dit que pour lui, il n'y avait pas de domaine réservé au président de la République, mais des domaines partagés, une façon de dire que sur la politique étrangère ou encore sur la politique de défense, il comptait bien avoir son mot à dire. Enfin, il leur a dit que ce serait évidemment pas simple, il est conscient de la fragilité de son poste. Il leur a dit « J'aurais besoin d'un socle parlementaire à chaque instant plus important que le socle de gauche ». Oui, il est conscient, Michel Barnier, qu'il est dans une position précaire et qu'il est à la merci d'une motion de censure qui pourrait le renverser très rapidement. Merci Jérôme, merci beaucoup. Vous étiez avec nous depuis Annecy avec Adrien Pin. Vous suivez ces journées parlementaires des Républicains. Merci Jérôme. C'est un Premier ministre en sursis, Michel Barnier. Mais je pense que c'est le Parlement qui est en sursis, en tout cas l'Assemblée nationale qui est en sursis. Les Français ont décidé d'avoir une tripartition de notre Assemblée nationale, 3 blocs. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait d'ailleurs dépasser cette histoire des blocs. Mais en tout cas, les Français ont fait un choix. Et donc on doit s'adapter avec ça. C'est pour ça que nous, dès le lendemain des élections législatives, nous appelions à la constitution de coalitions de projets. C'est fait dans tous les autres pays européens, je pense notamment en Allemagne, où les partis politiques n'arrivent jamais majoritaires et donc ensuite, ils passent plusieurs semaines à travailler sur un projet de gouvernement pour faire en sorte, sur la base de leurs projets initiaux, de venir ensuite et de négocier un contrat de gouvernement. C'est ce qu'on n'a pas en fait comme culture dans la Ve République. On a besoin peut-être de réinventer ça et de permettre aux partis politiques de venir avec leurs propositions, mais d'adapter aussi leurs projets. Vous avez entendu Jérôme nous raconter que quand Michel Barnier a fait son entrée dans cette salle où étaient réunis les parlementaires LR, il a été ovationné pendant de longues minutes. Est-ce que ce choix de Michel Barnier, il acte définitivement la droitisation d'Emmanuel Macron? Enfin, écoutez, vous m'auriez dit il avait été hué chez les LR, j'aurais pas compris. Enfin, est-ce que Emmanuel Macron est désormais clairement président de droite? Mais Emmanuel Macron a fait un choix de raison. Il a fait en sorte de regarder quelle était la personne qui pouvait fédérer autour de lui et faire en sorte d'avoir au moins une majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc ça passait par les LR. Effectivement, les LR n'ont pas gagné. Ils ont 47 députés. Ils ont même baissé par rapport à 2022. Donc ils savent très bien que les LR ne pourront pas appliquer intégralement leur programme. Ils devront se retourner vers nous, vers le bloc présidentiel, pour faire en sorte de trouver un accord et de trouver une majorité, même relative, pour l'Assemblée nationale, ne serait-ce que pour le budget. Donc bien sûr qu'ils arrivent avec leurs propositions. C'est leur rôle d'arriver avec leurs propositions, mais les Français ont fait un choix différent, celui d'avoir une Assemblée nationale morcelée et donc de pouvoir travailler sur des coalitions et des coalitions de projets. Alors justement, quel est l'avenir du parti présidentiel avec la nomination de Michel Barnier? Des voix se font entendre au sein de la Macronie pour mettre quelques lignes rouges sur certains sujets. On voit ça avec Quentin Calmet.
Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Xavier Iacovelli. Bonjour. Et Quentin, on a vu toute la semaine donc Michel Barnier qui rendait visite à plusieurs groupes politiques à l'occasion de leur journée parlementaire. La rencontre avec le groupe Ensemble pour la République, c'est le groupe du parti présidentiel, était sans doute la moins chaleureuse. Oui, c'est vrai. Michel Barnier qui a rencontré les parlementaires d'Ensemble pour la République, c'était mardi à Rosny-sur-Seine. Députés et sénateurs y étaient réunis jusqu'à mercredi. Le nouveau Premier ministre est arrivé vers 19h. Plusieurs minutes de discours à huis clos, loin de la presse. Il a dressé une feuille de route avec ces mots. Je ne demande pas un chèque en blanc. Vous avez de l'exigence, j'en ai aussi. Expliquant vouloir rassembler tous ceux qui veulent être libres. Et pour l'heure, les députés macronistes naviguent à vue. Oui, ils ne savent pas sur quel pied danser avec Michel Barnier. Ils se posent beaucoup de questions. Écoutez par exemple Thomas Cazenave, député de Gironde et accessoirement aussi ministre sortant du budget. C'était mardi à notre micro. La question c'est est-ce qu'on souhaite participer à ce gouvernement? Est-ce qu'on fait, nous on veut faire réussir le gouvernement Barnier? À quelles conditions? Sur quelle feuille de route? Comment on se positionne avec cette situation politique inédite où on a un Premier ministre, LR, on a une force très importante centrale à l'Assemblée nationale, on a fait des propositions sur finalement c'est quoi notre projet pour les Français, quelles sont nos lignes rouges, et c'est dans ce cadre-là que doit se nouer le dialogue avec le nouveau Premier ministre. En tout cas, il est certain que le gouvernement va avoir besoin de l'apport des voix des marcheurs à l'Assemblée nationale. Pour rappel, on va revoir la composition des groupes politiques à l'Assemblée. Le groupe Ensemble pour la République, ça pèse 97 députés. On le voit sur cette infographie. C'est donc un groupe essentiel à côté d'Horizon, où ils ne sont qu'une trentaine, 33. Les LR ne sont que 47. Le Modem, 36. Michel Barnier a donc besoin de ces députés Ensemble pour la République. Et d'ailleurs, même avec tous ces groupes de centre et de la droite, Michel Barnier n'a pas la majorité absolue. Si vous additionnez tous ces groupes de cette coalition qui est en train de se former, vous atteignez péniblement les 234 députés. Alors Quentin, qu'est-ce qui bloque entre ces députés Ensemble pour la République et Michel Barnier? Il y a des lignes rouges sur le fond. Certains députés macronistes ne veulent pas relancer le débat sur l'immigration. L'hiver dernier, toute une série de mesures ont été adoptées dans le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin. Elles ont ensuite été retoquées par le Conseil constitutionnel. La droite aimerait sans doute voir ces mesures revenir, mais on le sait, toute une partie de la Macronie n'en veut pas. Écoutez un député de Moselle. Sur l'immigration aussi, on a posé des lignes rouges à plusieurs reprises et on ne veut pas les voir revenir dans le débat aujourd'hui. Ça, c'est primordial pour nous, c'est notre ligne rouge. Si ça revient dans le débat aujourd'hui en disant on va refaire une loi immigration sur ces thématiques-là parce que LR n'a pas obtenu ce qu'il voulait, là, je pense que beaucoup d'entre nous lâcheront. Enfin, il y a la question du casting gouvernemental. Certains élus du groupe Ensemble pour la République ne veulent pas appartenir au même gouvernement que certains cadres LR jugés trop à droite. Un député macroniste donnait aussi l'exemple de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, jugé comme étant, là encore, une ligne rouge. Xavier Iacovelli, est-ce que vous pouvez nous faire la liste de ces lignes rouges, celles que vous donnez aujourd'hui à Michel Barnier pour une participation, une coalition avec lui ? Mais déjà, la question n'est pas de savoir si on veut y être, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va y faire. Et c'est vrai que c'est un peu particulier de se dire on va s'engager dans un gouvernement sans avoir réellement la feuille de route et sans savoir ce qu'on va y faire. Donc nous, on n'a pas des lignes rouges, mais on a des marqueurs qui sont importants. Bien sûr que ce qu'on a défendu pendant 7 ans, sur l'emploi, sur la protection sociale, sur le réarmement aussi de notre police, on ne veut pas du jour au lendemain voir tout ça être détruit. C'est normal, on ne peut pas avoir défendu pendant 7 ans quelque chose et participer pour participer en disant on va détruire tout ça. Donc bien sûr nous avons des marqueurs importants, l'émancipation par le travail ça nous paraît important, la protection sociale ça nous paraît important, toutes les politiques que nous avons à la fois votées, je pense notamment à l'extension du complément de mode de garde pour les enfants jusqu'à 12 ans, que nous avons voté en PLFSS l'année dernière, mais qui doit être applicable à partir du 1er juillet 2025. Ça concerne 1 million de familles, 400 millions d'euros. D'accord ? Ce n'est pas encore mis en application puisque c'est au 1er juillet 2025. Est-ce que ça va faire partie des 30 milliards d'économies ? Pour moi, c'est un marqueur important parce que c'est 1 million de familles qui sont concernées. Et donc, il y a des marqueurs qui sont importants pour nous. Il n'y a pas de ligne rouge. En tout cas, moi, je n'appelle pas ça une ligne rouge, j'appelle ça des marqueurs. Mais ce que nous avons besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'on va faire et quelle est la feuille de route du Premier ministre. On entend certains de vos collègues parlementaires revenir sur le sujet de l'immigration comme étant une ligne rouge si le débat revient sur le devant de la scène. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais
essayer de passer par la fenêtre ce que le Conseil constitutionnel a censuré par la porte, je ne vois pas l'intérêt. Faisons en sorte d'appliquer déjà la loi qui a été votée l'année dernière. Elle a été douloureuse pour un certain nombre de parlementaires. Elle a été aussi douloureuse pour un certain nombre de Français. Moi, j'ai voté cette loi. Je l'ai votée en responsabilité. Je vous avoue que je n'étais pas super à l'aise surtout, mais je l'ai voté en responsabilité parce que ma responsabilité en tant que parlementaire, c'est de faire en sorte que mon pays avance. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand on fait de la politique, on est là pour agir, pour changer la vie des Français. Et donc, pour changer la vie des Français, il faut être aux responsabilités et il faut pouvoir agir. Donc, nous, on est prêts à soutenir le gouvernement Barnier. On souhaite la réussite de ce gouvernement parce que ça serait catastrophique pour la France si demain Michel Barnier était censuré et était renversé. Parce qu'on serait de nouveau dans un chaos institutionnel. Et là, c'est la porte ouverte à Marine Le Pen pour 2027 et même peut-être avant. Est-ce que le paradoxe n'est pas le fait que c'est de Marine Le Pen que dépend la non-censure de Michel Barnier? Oui, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. La faute à qui ? Aujourd'hui, le Rassemblement national est devenu le parti pivot, le groupe pivot à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que les socialistes, les écologistes, les communistes, je ne parle même pas des LFI parce que eux c'est par principe, mais les partis dits républicains de la gauche ont décidé de censurer quel que soit le candidat à Matignon. Donc en fait, on a aujourd'hui une vraie difficulté de pouvoir travailler avec ceux qui étaient censés être des partis de gouvernement. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des personnalités qui seraient rédhibitoires? On a entendu votre collègue Ludovic Mendes qui a dit qu'effectivement, une personnalité comme Bruno Retailleau est trop clivante. Ça peut jouer aussi. Vous disiez ces sujets de fond, bien entendu, mais est-ce que la question du casting aussi, elle est importante? Moi, je comprends mes collègues députés qui ont des inquiétudes sur le casting, mais je pense qu'encore une fois, le casting, c'est pas ça le plus important. On a vu des évolutions de position. Quand on est ministre, on ne vient pas avec sa propre feuille de route, on vient avec la feuille de route qui a été fixée par le Premier ministre en lien avec le Parlement. Et donc, moi, c'est encore une fois, c'est pas le fait d'y être, c'est qu'est-ce qu'on va y faire. Le programme, on l'aura qu'après. Le discours de politique générale, il est prévu pour octobre au Parlement, lorsque la session va reprendre. Le casting, il est en train de vous avez raison. Votre question de la participation au gouvernement, elle se pose en ce moment. Il y a forcément des négociations, à la fois sur qui est-ce qui sera au gouvernement et pour quoi faire. Et elles sont en train d'être actées maintenant. Mais il y a une discussion entre le parti et Michel Barnier. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que les discussions qui ont lieu, elles ont lieu sur le fond, pas sur les personnes. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui sera au gouvernement. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on va y faire et qu'est-ce qu'on va porter comme politique publique pour l'intérêt des Français. Mais est-ce qu'il y aura, ou est-ce que vous souhaitez, ou est-ce qu'il y aura des membres de l'aile gauche de Renaissance d'Ensemble pour la République dans ce gouvernement? Mais moi, je souhaite... Puisqu'à partir du moment où on souhaite la réussite du gouvernement, on souhaite agir pour l'intérêt du pays. Donc vous souhaitez être représenté? Bien sûr que l'ensemble des sensibilités de l'arc républicain, DLR jusqu'aux sociodémocrates, puissent être représentés dans ce gouvernement. C'est une évidence. Après, encore une fois, c'est un choix du Premier ministre qui doit rassembler la majorité du Parlement. Mais vous vous sentirez à l'aise dans un gouvernement mené par une personnalité de droite? Vous parlez de moi, là? Oui, vous, territoire de progrès, l'aile gauche de l'ex-majorité. Moi, vous savez, je ne me suis pas engagé en politique en 2002 pour être ministre. Ce que je veux, c'est agir pour l'intérêt du pays. Donc on verra au moment venu. Oui. Est-ce qu'on peut faire un point sur les courants au sein de Ensemble pour la République? On le dit, vous venez initialement de Territoire de Progrès, qui était un de ces courants. Donc des élus. Toujours. Hein. Oui, mais qui s'était plutôt fondu dans Ensemble pour la République. Vous continuez à entretenir ce groupe de parlementaires. Est-ce que vous avez pu vous compter? Territoire de Progrès a accueilli la semaine dernière à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, l'ensemble des partis du camp présidentiel, avec également des socialistes, avec le Parti radical de gauche, pour faire en sorte de maintenir ces liens qu'on a avec une partie des sociodémocrates, avec le camp présidentiel. Et donc nous continuons à travailler. Le parti Territoire de Progrès, qui est présidé par Olivier Dussopt, existe. Ça a toujours été un parti. Il est organisé comme tel? Il est organisé comme tel. On est parti associé de Renaissance. Mais on est parti autonome également, c'est-à-dire qu'on a nos propres financements, nos propres... Mais est-ce que ça peut tenir? Est-ce que la nomination de Michel Barnier ne va pas faire imploser Renaissance avec une aile gauche qui va s'émanciper, voire carrément quitter le parti? Moi, je ne souhaite pas l'implosion de Mais est-ce Renaissance. Que c'est pas vous menace? Non, parce que, encore une fois, moi j'ai vu aussi une unité assez importante autour de Gabriel Attal dans le cadre des journées parlementaires et du parti. Une vraie détermination de Gabriel Attal à réinventer et à donner un nouveau souffle au parti C'est lui Renaissance. aujourd'hui qui incarne l'avenir de la Macronie pour vous?
mais je ne sais pas si c'est lui. Je pense que la question de la personne, encore une fois, ne se pose pas aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je l'ai vu déterminé. À un moment, il faut quand même un chef, un leader. Aujourd'hui, vous avez un chef de parti, Stéphane Séjourné, à Renaissance, mais qu'on n'entend pas. Est-ce que c'est pas problématique d'avoir un chef aussi silencieux dans la période actuelle ? Déjà, ce qui est important, je pense, c'est que les groupes politiques et le parti politique parlent d'une seule et même voix. Je pense que c'est important qu'on ait cette vision-là et qu'on puisse ne pas avoir de cacophonie. Et qui porte cette voix ? Et donc aujourd'hui, Gabriel Attal, en tant que président du groupe, il porte la voix d'Ensemble pour la République et de Renaissance. C'est lui qui doit présider le parti ? On verra encore une fois à ce moment-là. Je le sens en tout cas très déterminé à réinventer et à donner un nouveau souffle au parti. Moi j'ai une dernière question pour terminer sur Territoire de Progrès. Vous êtes comptés, les élus qui êtes originellement de la gauche, vous savez combien vous êtes de parlementaires ? On a une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale qui représentent l'aile gauche du camp présidentiel. Et autour de quelle personnalité ? C'est qui votre leader à Territoire de Progrès ? On n'a pas de leader particulier. Aujourd'hui, on a un président de groupe qui s'appelle Gabriel Attal et on a des personnalités qui viennent de différentes sensibilités de la gauche républicaine et qui se réunissent et qui parlent et qui essayent de faire avancer un certain nombre de projets. Vous savez, la session n'a pas encore commencé, donc c'est un peu compliqué aujourd'hui de parler de ceux qui peuvent leader un groupe. Pour l'instant, il est question de faire réussir le gouvernement Barnier et de faire en sorte que le groupe Ensemble pour la République continue d'œuvrer. Merci Quentin, tout à l'heure. Merci Ariana, tout à l'heure où je reviens dans le club, on parlera de toutes ces lignes rouges, de tous ces marqueurs qui sont en cours de négociation pour composer ou pas cette coalition. On voit ça dans quelques instants. D'abord, vous le savez, Xavier Iacovelli, dans cette émission, on va voir l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Orléans, où on retrouve Alexis Marie. Bonjour Alexis, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à la République du Centre. Alexis, vous allez nous parler d'Emmaüs et de l'Abbé Pierre. On le disait, ça fait la une de beaucoup de titres de la presse régionale. Oui, effectivement, la fondation Emmaüs est répartie un petit peu partout sur le territoire et à l'échelle de la métropole orléanaise, elle est installée à Ormes depuis le début des années 70. C'est dire que cette fondation, cette institution attire beaucoup de personnes parce qu'effectivement les objets récupérés sont revendus et donc du coup il y a beaucoup de va-et-vient, il y a des bénévoles qui s'investissent, il y a des gens qui achètent et donc du coup les dernières révélations sur l'Abbé Pierre ont quand même jeté quelques soirs froides dans des dos et les gens se sont posé beaucoup de questions et du coup je voulais vous demander, monsieur le sénateur, est-ce que vous pensez que ce qui vient d'être révélé est de nature à changer la lutte contre la pauvreté ? Est-ce que, par exemple, il faut débaptiser des rues Abbé Pierre ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce symbole qui est tombé ? Oui, bonjour. On en a parlé tout à l'heure en début d'émission, mais effectivement, je pense que c'est à l'honneur d'Emmaüs et de tous ces bénévoles de vouloir s'émanciper de la figure de l'abbé Pierre qui effectivement tombe de son piédestal sur lequel les Français avaient pu le mettre à juste titre, en tout cas pour son action solidarité et pour les plus démunis de nos compatriotes. Donc moi je comprends la position. Après, est-ce que ça remet en cause l'existence même d'Emmaüs? Je ne le crois pas et je ne le souhaite pas. L'action d'Emmaüs est très importante aujourd'hui pour un certain nombre de Français. Il faut que ça perdure. Après, est-ce qu'il faut débaptiser? Ça, c'est un choix à la fois de l'institution et des collectivités locales qui peuvent avoir des rues, ou, notamment au nom de l'abbé Pierre. Ça, c'est un choix collectif des parties prenantes. Moi, je ne peux pas me positionner là-dessus. Moi, si j'étais maire de ma commune et si j'avais une rue qui s'appelait l'abbé Pierre, j'aurais débaptisé effectivement cette rue. On va parler de cette... D'un point de vue... Pardon. Oui, allez-y Alexis, très rapidement. Je voulais vous demander, monsieur le sénateur, si effectivement, pour vous, c'est pas un frein à la lutte contre la pauvreté, ces révélations. Ça ne doit pas entraver le fait que les gens donnent et puissent aider. Non, parce que je pense que les Français sont très lucides sur l'action d'Emmaüs et sur la personnalité de l'abbé Pierre. Ils font bien la différence. Les gens qui veulent donner à Emmaüs le donneront, continueront à le donner sans s'attacher à la figure de l'abbé Pierre. Alexis, on va parler d'un autre sujet. On va revenir sur cette parenthèse enchantée qu'ont été les Jeux Olympiques. Il y aura une grande parade demain. Vous vouliez revenir là-dessus. Pas sur la parade, mais il y a une actualité du côté d'Orléans.
Tout à fait. Du côté aussi d'une autre ville de la métropole orléanaise, Olivier, il y a un site de la Fédération française de secourisme et de sauvetage qui a donc durant de longues années, de longs mois, contribué à la réussite des Jeux en donnant un gros coup de main au niveau logistique. Il y a même des bénévoles qui ont participé, comme ce bénévole qui a assisté de près au sacre sur le triathlon, qui a vu le soleil se lever sur le pont Alexandre III, qui a secouru une athlète chilienne en para-kayak. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont émergé outre le côté logistique. Et donc, Monsieur Iacovelli, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que cette parenthèse des Jeux, au niveau du Grand Paris, est-ce qu'il va y avoir des effets? Est-ce qu'il va falloir se fédérer pour, par exemple, réfléchir une bonne fois pour toutes à la place de la voiture dans la capitale? Qu'est-ce qu'on fait de la Seine maintenant qu'elle est... A priori, on peut s'y baigner. Enfin voilà, est-ce que ce genre de questions pour vous, en tant qu'élu parisien, est-ce que ça va contribuer à nourrir la réflexion sur le devenir de la capitale? Alors, moi, je suis élu francilien et non pas parisien. Je tiens, la précision est importante. Non, vous avez raison. Ce qui est inédit aussi dans ces Jeux Olympiques de Paris 2024, c'était la volonté à la fois du COJO, des organisateurs et du président de la République d'avoir un héritage pour ces Jeux Olympiques. Et donc, à la fois, on a un héritage sportif, alors avec nos médailles, avec ce que la France a incarné pendant ces Jeux Olympiques, un héritage culturel avec toute cette cérémonie qui a été inédite, ces monuments qui ont été mis en valeur autour des épreuves, et puis un héritage aussi logistique, et je pense notamment aux piscines qui vont être mises à disposition des collectivités territoriales, notamment en Seine-Saint-Denis, qui était le département le moins bien pourvu en piscine, et donc ce qui était aussi où les enfants étaient ceux qui savaient le moins bien nager en Seine-Saint-Denis. Et donc ça, c'est un héritage important. On garde des piscines pour justement les collectivités territoriales. La volonté aussi des organisateurs était que ce qui a été fait pour la Seine, les milliards qui ont été investis pour dépolluer la Seine, ça puisse continuer et qu'on puisse maintenant se baigner, en tout cas dans les années à venir, dans la Seine. Donc ça, c'est aussi un héritage important. Et il y a un certain nombre d'infrastructures qui vont rester et en fait, tout a été fait depuis 10 ans d'organisation, d'installation des infrastructures pour qu'on puisse avoir cet héritage après les Jeux Olympiques. Et donc oui, moi je le souhaite, c'est très important. Et la place de la voiture, je pense qu'on n'avait pas attendu les Jeux Olympiques pour avoir une évolution de la place de la voiture à Paris en tout cas. Merci. Et peut-être que c'est un effet pour enclencher la deuxième, quoi. Oui, alors il faut faire attention parce que là, pour le coup, moi je parle en tant que francilien, il faut faire aussi attention que les franciliens ne soient pas empêchés de venir travailler sur Paris. Merci Alexis, la une de la République du Centre. Rien à voir, c'est le programme de l'Arena d'Orléans pour la saison à venir. Merci beaucoup Alexis, merci d'avoir été avec nous ce matin et merci Xavier Iacovelli d'avoir été notre invité dans 20 minutes dans le Club des Territoires. On reviendra sur la semaine politique chargée pour Michel Barnier qui travaille à la formation de son gouvernement.